Bonjour et bienvenue à la Cité de l'Espace pour cette série de conférences autour d'un micro avec Joël Collado. Joël Collado qu'on ne présente pas, mais je vais quand même rappeler qu'il est prévisionniste à Météo France et qu'il est tous les matins sur les ondes. Il va recevoir aujourd'hui François Gourand qui a passé un long séjour, dont une longue nuit, en Antarctique pour gérer la station météo. Il va nous raconter un peu tout ça, comment se passe l'hiver, comment est-ce qu'on gère une station météo là-bas au bout du monde. Tout d'abord, Joël, c'est à toi. J'ai remarqué que le vent soufflait, le vent d'OTAN soufflait sur la plaine toulousaine. Donc ça veut dire que dans 3 jours, nous sommes au printemps, avec un parapluie. Oui, c'est ça. C'est à toi, Joël, merci. Quand on voit les Pyrénées, c'est qu'il va pleuvoir. Quand on les voit plus, c'est qu'il pleut. Bonsoir, bienvenue à tous. On va faire comme d'habitude un petit briefing météo, essayer de vous expliquer la situation. Alors heureusement, ça fait un petit moment que l'image tourne là, et vous avez l'image d'MSG du disque terrestre. Et vous voyez que sur la France, il ne se passe rien. Ça fait depuis le début de la semaine, il ne se passe rien, il n'y a absolument aucun nuage. On peut remarquer ici que la France s'est bien dégagée avec la partie blanche qui apparaît ici, c'est la neige sur la chaîne des Pyrénées. On retrouve l'arc alpin bien enneigé et que la France est dégagée de nuages. On retrouve des nuages plutôt de type stratus et nuages très bas sur le golfe de Gascogne, près de la Manche et tout autour de la Méditerranée. Et puis sinon, sur l'Afrique, ciel clair, quasiment clair. Il y a 2 jours, la zone de convergence intertropicale était très active. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc même pas beaucoup de nuages également entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc ce que je répète souvent quand on fait ce genre de briefing, mais là, il y en a beaucoup qui ont l'habitude d'être là, c'est que cette image nous permet de constater que d'une part, la Terre est ronde, hein, et d'autre part que le Soleil se lève à l'est. Hein. Si vous regardez, vous allez voir que quand on regarde les premières images avec l'heure, on s'aperçoit que, si ça marche, oui évidemment, vous voyez, le soleil se lève à l'est. Il est 3 heures du matin, ça se lève à l'est, et qu'il se lève pratiquement à la même heure dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et ça veut dire, il y a un mois, ce n'était pas tout à fait le cas, donc ça veut dire qu'on approche de l'équinoxe de printemps et qu'on a l'égalité des jours et des nuits qui est prévue, bien sûr, pour le 21 mars, à partir du 21 mars. Et donc on voit à mesure que l'heure défile que le soleil éclaire toute la partie de ce disque terrestre. Donc voilà pour la situation du jour. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui s'est passé ce matin quand même. Ici à Toulouse, bien sûr, pas grand-chose. Petit vent d'OTAN. Ça, c'est l'image visible toujours de MSG, hein, avec ces nuages bas que l'on voit mieux se dessiner ici au lever du jour sur la façade océanique. On les voit rentrer ici sur la pointe bretonne, dans le golfe de Saint-Malo, ici sur la Vendée, et puis ici surtout sur le département des Landes, avec le triangle de la forêt landaise que l'on voit ici. Nuages bas qui arrivaient pratiquement jusqu'aux limites du Gers. Et ici sur la Méditerranée, la même chose. Alors on en avait qui arrivaient de l'ouest et d'autres qui arrivaient de la Méditerranée, avec ici pratiquement jusqu'au seuil de Naurouz, ces nuages bas qui pénétraient depuis le pourtour du golfe du Lion dans la vallée du Rhône, sur tout le littoral, et qui arrivaient jusqu'au seuil de Naurouz, et qui sont au lever du jour, voilà, après j'ai plus d'image, mais vous voyez, qui se sont épaissis jusqu'en milieu de matinée. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment réagissaient nos modèles de prévision à cette invasion nuageuse de nuages bas. Ben voilà, tout simplement, on va mettre la même échéance, 8h45, on va se mettre à 9h. Alors voilà, ils avaient un peu tendance à... Ah non, mais je suis vendredi là, pardon. Voilà. Donc vous avez vu pour demain, hein. En fait, c'est la prévision pour demain, ça. Voilà pour aujourd'hui, donc voilà, la prévision pour 9h TU, on est à 8h45, 9h, on a à peu près la même échéance. Donc il est bon ce modèle, hein, il est bon, hein. Il nous prévoit les nuages bas sur le golfe de Saint-Malo. Alors il est un petit peu plus avancé, hein, il va jusqu'aux îles, jusqu'à la pointe du Cotentin, alors que là la pointe du Cotentin est... Alors c'est sûr que la Basse-Normandie râlerait un peu sur les prévisions météo, mais globalement ça recouvre bien une partie de la Bretagne, une partie du littoral de la Vendée. Ça va jusqu'au Bordelais, là aussi il fait une poche un petit peu plus épaisse, et ça pénètre bien jusqu'au Gers, un petit peu plus loin que la réalité. Et on retrouve les nuages méditerranéens exactement dans la bonne position, avec un petit peu moins de nuages que l'observation dans la vallée du Rhône, et pas tout à fait assez prolongé vers l'Auragais sur la partie sud-ouest. C'est vrai qu'on va être de plus en plus exigeant quand on voit ce type de prévision, et un peu trop de nuages bas également sur le littoral corse, alors que dans la réalité il n'y en a pas beaucoup. Et la partie ici correspond à ces bandes de nuages bas, de brouillard que l'on retrouve ici sur la
région parisienne, auprès de la Seine ou sur la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, et également sur les régions de l'Est. On voit ces petites taches qui sont ici. Donc prévision quasi parfaite, et puis l'évolution, c'est l'évolution de la journée. Je me désagrège un peu sur la Méditerranée, un peu sur le Languedoc, mais j'ai envahi un peu plus les bords de la Manche, et demain, je me retrouve, vous voyez, pour demain matin. Voilà, ça c'est pour demain matin. Alors soyez pas surpris si demain matin vous vous réveillez à Toulouse avec un petit peu de grisaille qui arrive de Méditerranée. Hein, ça viendra de Méditerranée, non pas. Vous voyez qu'on n'est pas loin d'avoir un peu d'océan et un peu de la Méditerranée. Donc pour demain matin, certainement, mais ça ne dure pas. On voit qu'à partir de 6-7 heures, ça commence à se déchirer par là et ça va très très vite se désagréger. Alors le vent, on en parlait tout à l'heure, Guy en parlait tout à l'heure, on a un petit peu de vent d'autant, on va voir comment Rome réagit, si j'arrive à le trouver. Voilà. Alors là, on est par ici, ça c'était le vent aujourd'hui. On va revenir en arrière. Jeudi, il soufflait ici à une trentaine de kilomètres/heure maximum sur la région toulousaine. On voit ce flux de sud-est qui s'est mis en place depuis les abords du golfe du Lion. Alors moi je fais comme si j'avais l'habitude, un pied qui voit rien du tout. Hein. Ici c'est les abords du golfe du Lion, ici Perpignan, ici Montpellier et ici Marseille. Hein, d'accord. Et Toulouse, on est ici. On est ici, donc là on passe par le seuil de Naurouz, on arrive sur le département de l'Aude et on se retrouve avec un petit vent d'autant sur la région toulousaine, mais qui n'est pas extrêmement fort, hein, qu'à partir de 17 h on le voit quasiment disparaître. Dans les basses couches, ça veut dire que si on a des stratus qui arrivent, c'est qu'à 500 mètres de hauteur, on a toujours cette petite tranche de vent d'autant qui va persister. Alors bon, voilà, demain donc un petit peu de stratus le matin, du soleil dans la journée, des températures qui restent très printanières, et la suite, le week-end, je suis au bon là, oui. Hein. La suite, la voilà. Ça c'est donc aujourd'hui, courant perturbé sur le nord de l'océan, petite goutte froide ici sur le Portugal, et puis zone de haute valeur sur l'ensemble de la France. Et lorsqu'on prolonge, on va voir vendredi, ça commence à faiblir un peu. La goutte froide a tendance à remonter ici sur l'Espagne. Et son influence devrait se faire sentir dans la journée de samedi en donnant un ciel un peu chaotique, un petit risque d'onder, mais pas grand-chose. Mais c'est surtout la suite qui est un peu plus inquiétante, vous allez voir. Ça, c'est samedi après-midi. Cette goutte froide disparaît. Et pour dimanche, voilà. Ce ne sont pas les heures de soleil, ça. Hein, ce sont les millimètres de pluie. Hein, donc on a une perturbation qui passe dimanche, donc radical changement de temps. Ça commence à changer un peu samedi avec le passage de cette petite goutte froide qui ne donnera pas grand-chose, mais radical changement de temps pour dimanche. Et alors après, vous allez voir que c'est étonnant. C'est la suite qui est bien. Vous voyez, ça s'isole, ça reste là. Et après, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est vendredi prochain, ça, hein ? Toute la semaine prochaine. Alors voilà, en principe, ça c'est la prévision déterministe hein, du modèle de... Je ne vais pas faire longtemps, parce qu'après il va dire que je lui mange son discours. Ça c'est la prévision déterministe du modèle CEP, à une dizaine de jours. Ce que je peux vous montrer, c'est... Voilà, je vais vous montrer quelque chose qui... Ça c'est la prévision des 72 runs du CEP hein, et de la prévision d'ensemble. Hein, et vous avez ici... les 72 solutions différentes hein, entre le rouge et le bleu. Et vous voyez que pour 6 jours, c'est pour 168 heures, c'est la période où cette goutte froide se met à tourner. Vous voyez que l'ensemble des modèles ne donne pas la même position hein, de cette goutte froide. Il y en a qui donnent sur l'Espagne, d'autres sur la France, d'autres sur Marseille, d'autres sur l'Algérie, d'autres sur l'Italie. Donc il y a une très très grosse incertitude de la position de cette goutte froide dans les 5-6 jours qui viennent. Donc on a une certitude, c'est que le temps va changer samedi et surtout dimanche, qui ne va pas faire beau lundi. Et ensuite, on a beaucoup d'incertitudes pour le temps qu'il va faire mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochain. En sachant que tout va dépendre de la trajectoire de cette goutte froide. Si elle est sur l'Espagne ici, si elle est ici ou si elle est ici, ce ne sera pas du tout le même type de temps. Donc on est certain que le temps va changer, mais on n'est pas capable de donner... l'indice de confiance doit en principe être très mauvais sur la région toulousaine. Alors je vous ai amené aussi un petit EPS-gramme pour vous montrer... chose que vous connaissez peut-être. Hein, le temps, vous voyez qu'apparaît ici, ça c'est la prévision pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche,
avec les petites boîtes qui représentent l'ensemble des modèles. Donc le signal de pluie devient sensible ici pour la journée de samedi, un peu plus fort pour la journée de dimanche. Après, il y a une grosse incertitude sur le signal de précipitation. Au niveau du vent, on voit que 1, 2, 3, il y a du vent d'autant, il vient du sud-est. Il est assez marqué là, assez marqué là. Le signal est assez marqué qu'à partir de dimanche, le vent bascule à l'ouest. Et qu'après, il y a beaucoup d'incertitudes sur la direction du vent pour les jours à venir. Et ce qu'on voit par contre aussi très très bien, c'est le signal de la température. La température qui est autour de 24 maintenant, qui va plonger et qui va se retrouver aux alentours de 12 pour la journée de dimanche, la moyenne des runs, on fait ça. Ensuite, on reste relativement froid et on remonte en température seulement en fin d'échéance, c'est-à-dire à partir de vendredi, samedi prochain, quand cette goutte froide aura disparu. Mais pour les nuages, vous voyez, l'incertitude, c'est on a du ciel clair, on va avoir un système nuageux, et puis après, on a en gros plus de la moitié du ciel qui reste couvert, donc avec un signal assez fort qui tire vers le haut. Donc beaucoup d'incertitude avec le déplacement de cette goutte froide. Et dernière, avant de terminer, attends, c'est que je vais le mettre là. Et pour vous rassurer, ben voilà la prévision mensuelle qui a été faite hier pour les 4 semaines qui viennent. On va loin, La semaine, ça c'est la semaine en cours, 12-18. La semaine prochaine, avec le signal qui reste quand même avec des températures au-dessus de la normale. La semaine du 26 au 1er, on reste au-dessus de la normale et on devrait arriver à des valeurs voisines de la normale pas avant le 8 avril, sachant qu'il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. C'est un indice qui permet de voir si on a un gros changement au cours des jours à venir. Donc c'est dommage que vous n'ayez pas pris vos congés cette semaine, parce que ce week-end, voilà, ça va changer, quoi. Sinon, maintenant, on va partir de l'autre côté de la Terre. On va, avec François Gourand, parler un peu de l'Antarctique et de son séjour à l'autre bout de la planète. Voilà. Alors, je vais lui mettre, voilà, tac. Je vais mettre là, c'est plus simple. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous parler effectivement de l'année que j'ai passée en Antarctique en tant que chef de station météo, envoyé par Météo France, donc, sur la base du Mont d'Urville en Terre ADI. Donc, le séjour a duré 13 mois, de décembre 2008 à janvier 2010. Alors d'abord, je vais faire quelques rappels pour recontextualiser un peu tout ça concernant l'Antarctique, qui est donc un continent qui est globalement centré sur le pôle sud, donc très loin de chez nous, aux antipodes. Ça fait 14 millions de kilomètres carrés quand même l'Antarctique, donc c'est très grand, 26 fois la France. C'est quasiment entièrement recouvert de glace à 98%, et l'épaisseur moyenne de la glace est de 1600 mètres. Donc c'est vraiment un énorme volume d'eau douce, la principale réserve d'eau douce du monde. Donc c'est un continent qui est resté longtemps assez secret. On a conjecturé déjà au temps des Grecs son existence, mais il n'a été véritablement aperçu par les explorateurs qu'en 1820, donc il y a moins de 200 ans, c'est très récent. Et évidemment, en raison de ces conditions particulièrement hostiles et de cet isolement, il n'a jamais été habité par l'homme historiquement. Donc le continent antarctique est le continent le plus froid du monde. C'est là qu'il y a tous les records de froid, notamment la température la plus froide jamais relevée à Vostok, au cœur de la calotte antarctique, moins 89 degrés. Donc l'Antarctique a un statut particulier, donc il est protégé par un traité international, le traité sur l'Antarctique depuis 1959, en fait, qui en fait une zone démilitarisée et consacrée à la science, et en interdisant également l'exploitation minière. Et on a rajouté à ce traité un protocole environnemental à Madrid en 1991. Donc c'est une terre dédiée à la science. Alors, il y a une grosse pression actuelle sur les ressources naturelles, comme les ressources se raréfient un peu comme partout. On retrouve un peu la même problématique, hélas, là-bas, même si tout est protégé et théoriquement gelé. Donc actuellement, sur l'Antarctique, on dénombre 52 bases, que vous pouvez voir là sur la carte, apercevoir des petits drapeaux. Il y a environ 5000 personnes en été sur les différentes bases, et seulement 1000 personnes qui passent l'hiver, ce qu'on appelle l'hivernage, j'y reviendrai. Donc la Terre Adélie, plus précisément, c'est la petite tranche de camembert que vous voyez là, qui est la revendication de la France sur l'Antarctique, qui a été gelée comme toutes les revendications souveraines par le traité de l'Antarctique en 1959. Donc cette partie de l'Antarctique, la partie côtière, a été découverte par l'explorateur français Dumont d'Urville en 1840. Et c'est quand même pas minuscule, la Terre Adélie, puisque ça fait à peu près 80% de la superficie de la France. Il y a 270 km de côte. Et les Français se sont donc installés tout d'abord dans les années 50 sur une base qui s'appelait Port-Martin, mais qui a été détruite par un incendie en 1952. Et depuis 1956, on est installé de manière permanente à une centaine de kilomètres de là, sur la base du Mont d'Urville.
Donc le trajet pour aller en Antarctique, voilà, on quitte Paris en avion pour Hong Kong, petite escale rapide, Hong Kong-Sydney toujours en avion, Sydney-Hobart, et là on prend le bateau pour 2700 km de traversée et 5 à 6 jours, ça nous a fait partir de Roissy le 8 décembre et arriver finalement à Dumont-d'Urville, appelé également DDU, le 18 décembre. Voilà. Alors le voyage, donc c'est évidemment une grande partie de l'aventure, c'est le départ en tout cas, hein, 10 jours on a vu, donc une durée assez longue. Donc là on arrive à Hobart, sur le port de Hobart, vous pouvez voir ici l'Astrolabe, hein, le fameux bateau qui nous transporte, parfois surnommé le Gastrolab en raison de son tangage et de son roulis particulièrement marqué. Hein. Voilà, donc il y a une célèbre réputation que vous apercevez à gauche, et puis à droite on est en train de faire un peu de tourisme sur le port en attendant que les opérations de chargement, déchargement du bateau soient terminées. Donc voilà, là c'est une petite vidéo qui a été prise le jour du départ, donc ça a beau être quasiment l'été là-bas, hein, dans l'hémisphère sud, le 13 décembre 2008. Il y a du vent, il pleut et on part pour l'Antarctique. Voilà, vous pouvez apercevoir ici l'hélicoptère qui est bien harnaché pour la traversée, qui va servir ensuite à faire des opérations logistiques. Donc là on quitte Hobart, le 13 décembre 2008. Alors voilà, donc quelques photos prises au cours du voyage. Donc en haut à gauche, vous apercevez un iceberg qui est en fait le premier bout de glace véritablement qu'on a aperçu au cours du trajet. Donc il était guetté et vraiment attendu par tout le monde. Donc celui-là a dû avoir des centaines de photos, alors que bon, on a vu évidemment beaucoup mieux rapidement par la suite, comme vous pouvez le voir en haut à droite, hein, un iceberg tabulaire beaucoup plus impressionnant. Et puis en bas, vous avez des scènes quand on s'approche du continent. Donc il y a de plus en plus de glace qui dérive, hein, c'est le pack, et on a une mer qui se calme. Hein, il y a beaucoup moins de houle, donc on a des paysages vraiment magnifiques, des reflets assez exceptionnels, et on peut voir en bas à droite quelques manchots là, qui sont sur une plaque de glace, donc c'est le premier contact avec la faune antarctique. Donc voilà, et puis alors vraiment une image qui m'a marqué quand j'ai fait ce voyage, c'est cette ligne blanche qu'on devine à l'horizon tout d'abord et qui grandit petit à petit. Et bien c'est le continent antarctique, hein, qui est vraiment impressionnant puisque c'est une véritable pente qui descend dans l'eau, hein, dans l'océan. Alors là, vous avez un petit panorama, donc c'est peu de temps avant l'arrivée. Là, on est vraiment au milieu des différents icebergs. Hein. C'est un panorama superbe, une mer d'huile. Donc le bateau avance tranquillement. Là, on est évidemment bien loin de la houle et du tangage du roulis. Et on profite d'un spectacle. Tout le monde est sur le pont. Enfin, c'est vraiment un moment de plaisir. Hein. Vraiment, cette fin de trajet à travers les icebergs. Donc, pas très loin de la base, à une dizaine d'heures, probablement une douzaine d'heures de l'arrivée. Alors là, donc on arrive vraiment en vue de la base. Donc en haut à gauche, vous avez une photo qui montre la première vue qu'on a eue de la base, donc de l'île où se trouve la base, hein, entre deux icebergs. En haut à droite, vous avez une vue un peu plus proche de la base, hein, avec le continent qu'on voit bien derrière, avec sa pente bien marquée. Et puis en bas, une petite vidéo, donc beaucoup plus proche, hein, 1 à 2 km de la base, là où on voit qu'il y a encore un petit peu de banquise là, qui reste, qui n'est pas complètement débâclé à ce moment-là. Et il y a les bâtiments de la base qu'on devine au loin. Alors donc le 18 décembre 2008, c'est le premier soir sur la base, donc c'est vraiment une journée exceptionnelle. Donc on profite du soleil de minuit, hein, puisque sur la photo en haut, il doit être à peu près 23h, pas loin de 23h. Le soleil ne se couche pas là-bas, hein, on est juste au-delà du cercle polaire. Et en bas, c'est la Manchotière, c'est-à-dire le village où habitent les manchots, où nous nous sommes rendus donc, dès le premier soir, après le dîner. Donc vraiment une journée exceptionnelle entre les icebergs, l'arrivée sur la base, l'accueil, et puis ensuite la visite aux manchots empereurs. Donc là, on est en quelque sorte au village des manchots empereurs, là où ils se passent l'hiver, où ils se reproduisent. Et on a un mélange de jeunes manchots qui ont encore leur pelage gris, qui n'ont pas fini de muer, et les adultes qui sont là et qui attendent de repartir en mer, se nourrir pendant l'été. Voilà. Donc c'est vraiment les derniers moments sur la banquise, la fin de la banquise de l'année précédente. Alors la base du Mont d'Urville, pour vous présenter un peu, c'est au cœur d'un archipel donc rocheux. Hein, elle est placée sur l'île des Pétrels qu'on voyait en bas gauche là. À droite, on a le glacier de l'Astrolabe, donc qui est un petit glacier, enfin pas un glacier immense pour l'Antarctique, mais qui est un glacier qui relâche pas mal de gros icebergs quand même, qui ensuite font un joli paysage qui change chaque année d'ailleurs. Et on a donc la base qui est sur l'île des Pétrels, donc qui est la plus grande des îles, qui fait à peu près 700 mètres de long par 400 mètres de large, hein, pour donner une idée des dimensions. Et la base est située sur le sommet du Caillou, hein, c'est très rocheux, hein, tout ça. Alors là, vous avez une vue qui montre un peu le cœur de la base. Donc les bâtiments que vous avez au premier plan, en bas à gauche, c'est le dortoir. Ensuite, on a le labo de géophysique. Le bâtiment météo qui est vraiment en bas à droite, là, avec l'abri de gonflage qui se situe vraiment à l'extrême droite, que vous voyez, cette espèce de petit cube bleu, là. Et puis plus à l'arrière, il y a donc un garage, une menuiserie, un labo de glaciologie, une gérance postale, l'opérateur radio, 2 magasins de vivres,
une centrale électrique avec l'atelier du plombier, de l'électricien, le bâtiment du séjour qui se situe vraiment au cœur de la base, là, si vous voyez. Donc il y a des passerelles qui relient les différents bâtiments, en fait, des passerelles en caillebotis au travers desquelles on peut déambuler et qui nous donnent un peu plus de stabilité quand les conditions sont un peu glissantes. Et puis vous voyez surtout au fond vraiment le glacier avec le continent antarctique qui est derrière nous. Alors, je vais faire un petit point sur le climat local. Donc, on est certes en Antarctique, mais on est sur la côte. Donc, le climat est quand même pas mal adouci. Hein. Ce n'est pas les rigueurs du continent en altitude. Donc, il y a vraiment deux saisons bien marquées. Hein. L'été où il fait près de 0 degré, pas désagréable. Et l'hiver où ça descend jusqu'à environ moins 16 en moyenne. Sur le graphique, vous avez en bleu les températures moyennes depuis qu'on a des mesures sur la station, donc une cinquantaine d'années. Et la courbe orangée, là, c'est notre année 2009. Donc, on voit qu'on a eu notamment un hiver très doux, et que ça pèse sur la moyenne annuelle qui fut une année très douce avec moins 10 degrés de moyenne au final. Et les valeurs extrêmes qu'on a enregistrées, c'est moins 25,3 pour la température la plus froide, donc c'est pas si froid que ça d'une certaine façon, et plus 4,3 pour la température la plus douce, qui ne monte donc pas très haut pour le coup. Et les records absolus enregistrés depuis 50 ans donc, sont de moins 37,5 pour le plus froid, c'est-à-dire que même en France, dans le Haut-Jura, on fait plus froid que ça, et plus 9,9 pour la température la plus douce. Alors le vrai facteur marquant climatique du Mont d'Urville, c'est le vent. Donc là, vous avez un graphique qui montre le nombre de jours où les rafales de vent ont dépassé 120 km/h. Donc c'est le même principe. Hein. L'année 2009 est très fluctuante. Vous avez les nombres qui apparaissent, avec notamment février et avril où il n'y a eu qu'un seul jour. Hein. C'était particulièrement calme le début d'année. On était bien en dessous des normales. Et par contre, on s'est bien rattrapé au cœur de l'hiver avec le mois d'août qui a connu un pic très très venteux. Donc là, ça nous limite un petit peu dans nos déplacements, bien sûr. Et en 2009, donc, il y a eu 57 jours avec des rafales supérieures à 120 km/h pour une moyenne de 69. Donc on a eu une année plutôt calme. Et la valeur maximale du vent a été atteinte à 3 reprises, 187 km/h pendant notre année 2009. Donc évidemment, qui dit température froide mais avec du vent, ça fait un ressenti qui est encore plus froid. Hein. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est des conditions qu'on a eues plusieurs fois dans l'année. Moins 20 degrés avec 80 km/h de vent, ça fait moins 55 en température ressentie. Donc là, évidemment, il faut faire attention aux engelures. On évite de sortir quand même dans la mesure du possible. Le record de vent fiable, c'est 245 km/h en 1988. Mais la valeur de 200 km/h, qui est un peu symbolique, n'a plus été atteinte depuis l'année 2006, même si elle a été frôlée l'année dernière, hein, avec 199 km/h. Donc vous voyez sur la photo là un petit mur de neige, c'est-à-dire la neige qui est arrachée par le vent. Ça fait des jolies vues de temps en temps. Il y a des endroits où il y a du vent fort, et puis nous, on est pratiquement au calme, pas très loin de là. Et pour donner un ordre de comparaison, enfin, vous avez 122 jours par an où les rafales dépassent 100 km/h du Mont d'Urville. Il y en a seulement 80 au Mont Aigual, en altitude, au sommet des Cévennes. Donc je complète ce petit point climatique avec l'ensoleillement. On a eu 2372 heures d'ensoleillement en 2009 pour une moyenne de 2000 qui est tout à fait comparable à Toulouse. Hein. Donc c'est un climat vraiment ensoleillé pour l'Antarctique. Il y a des zones qui sont beaucoup plus ennuagées que ça. Et donc finalement on a bénéficié d'une année particulièrement clémente, hein, douce, calme et très ensoleillée. Donc on a vraiment pu en profiter. Alors il y a eu également d'importantes quantités de neige qui sont tombées, mais c'est hélas impossible à mesurer parce que la neige est balayée littéralement par le vent. Donc il ne peut pas y avoir d'accumulation vraiment mesurable. Alors, y a-t-il un réchauffement climatique à du Mont d'Urville ? Donc là, vous avez sur ce graphe les courbes de température de chaque année, depuis le début des observations en 1956, hein, c'est continu. Et puis en pointillé, c'est une moyenne sur 10 ans. Et donc on voit qu'il y a eu une tendance au réchauffement d'environ 1 degré depuis le début des mesures jusqu'au milieu des années 80, et que depuis, on a à peu près reperdu ce degré. Hein. Donc finalement, le climat est globalement stable. Il n'y a pas eu de réchauffement sur 54 ans, et en gros, ça correspond bien à la tendance qui est observée sur l'est de l'Antarctique, c'est-à-dire pas de tendance marquée au réchauffement, c'est l'ouest de l'Antarctique qui se réchauffe nettement en revanche. Alors là, on a un petit panorama donc, au sommet de l'île. Là, vous voyez les différents bâtiments du cœur de l'île. C'est évidemment un panorama d'été, donc on a beaucoup de rochers apparents. Hein. On devine un peu des manchots un peu à droite à gauche, puisqu'on habite vraiment au milieu des manchots. Hein. J'y reviendrai. Et puis derrière nous, là vers le sud, c'est vraiment le glacier là qu'on voit, le glacier de l'Astrolabe. Donc. Et puis la banquise qui est en train de fondre petit à petit pendant l'été. Là, on voit passer en bas le dortoir été, donc c'est là où on loge les gens qui viennent faire des travaux l'été. Le Mayono, qui est un ancien mât de communication. Et puis toute la baie Legé, là, avec le continent antarctique au fond. Là, c'est plus le glacier, c'est vraiment le continent. Voilà, des collègues météo, et puis vous allez voir passer à la fin donc un superbe panorama et plein de manchots au premier plan là qu'on devine un petit peu. Voilà, et retour sur le cœur de la base, sur notre rocher, sur notre caillou. Donc évidemment l'été avec des très longues journées, un soleil qui devient rasant, qui reste très longtemps rasant, on a des très beaux panoramas, donc ça fait vraiment des couleurs tout à fait agréables, surtout le soir. Et on a les bâtiments que vous voyez en bas à droite qui sont parfois bien éclairés vers 23h, 23h30 par un soleil qui en fait disparaît juste quelques heures derrière le continent antarctique avant de réapparaître.
Donc vous avez ici une vidéo qui a été prise à partir d'une webcam que j'ai apportée sur la base. Donc il y a une image par minute, ça a été accéléré bien sûr. Vous avez toute la journée du 1er de l'an, donc le jour de l'an 2009, de minuit à minuit. Donc on a démarré à minuit, là on est au cours de la nuit, et on voit un peu donc tout qui bouge un peu en accéléré. On voit notamment toutes les plaques de glace qui sont l'ancienne banquise qui s'est morcelée et qui dérivent un peu au gré des courants. On voit aussi les nuages qui se forment, qui se déforment, hein. Donc c'est toute la journée du jour de l'an. On voit ces lumières, on voit que la luminosité change beaucoup entre le début et la fin de la journée, hein, avec une luminosité très intense, là, particulièrement dès qu'on arrive à 8 h du matin. Là, il est encore très tôt, hein, on a déjà une lumière très très intense, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de nuit. Et donc, on voit aussi les nuances apportées par les nuages. Et donc, toutes ces plaques de glace qui dérivent, et on peut voir comme ça des courants, on peut voir quelquefois des icebergs bouger, se retourner, et des petits manchots, vous voyez, des petits points qui passent au premier plan en bas. En fait, c'est des manchots qui déambulent. Et puis voilà, une petite invasion de glace là en bas à droite, hein, tout doucement. On devine des petits points sur la glace aussi, c'est des manchots également qui sont là. Et voilà, et dans l'après-midi, donc là vous voyez, c'est l'après-midi, 16 h 30, et puis il y a un courant d'un seul coup là, qui repart dans l'autre sens. Le ciel s'éclaircit, et voilà, des grosses plaques de glace qui dérivent, voilà, qui évitent le gros iceberg à droite. Et on va arriver dans la soirée, voilà, à l'heure du dîner, là, à 20 h, et là, probablement un courant de marée qui d'un seul coup va accélérer et ramener toute la glace qui avait été expulsée pendant la journée vers l'intérieur de la baie qui se trouve à notre gauche. Voilà. Et là, on arrive, voilà, il est 23 h, vous voyez, donc on y voit encore parfaitement bien. On arrive à minuit, voilà, bientôt. Ça y est, et ça recommence. Alors évidemment, donc Dumont d'Urville, c'est une opération logistique très importante pendant l'été, hein, avec le réapprovisionnement, puisqu'il nous faut des vivres pour l'année. Donc là, vous avez sur la gauche une image avec des caches-palettes qui sont déposées par l'hélicoptère que vous avez vu sur le bateau, qui contiennent donc toutes nos vivres. Et après, il y a des manips collectives donc, qui sont organisées pour qu'on décharge nous-mêmes les vivres et que notre cuisinier, qui est également intendant, nous dise où ranger dans les magasins de vivres les différentes vivres, hein. Donc vous avez à droite un aperçu de l'intérieur du magasin -20, c'est-à-dire le congélateur, où on a un stock raisonnable de viande pour tenir l'année notamment. Voilà. Donc là vous avez une manip très importante, c'est la manip bière. Donc il faut qu'on stocke un peu notre bière pour l'année. Donc ça donne un résultat assez intéressant. Non, j'ai même pas d'action chez Heineken. Effectivement, en tout cas celle-là on l'a senti passer parce qu'on la sent dans les bras, hein. Quand on a monté tout le tas, on les sent passer les centaines de kilos de bière, hein. Voilà, donc là c'est les magasins de vivres avec là où on range toutes nos vivres, hein. Donc là c'est le magasin +4, hein, c'est-à-dire le frigo on va dire, et on a notamment les jus de fruits là en bas à droite. Enfin tout est bien rangé, c'est vraiment l'intendant qui est en charge de ça. Il y a moins de jus de fruits que de bière, non ? Il y a moins de jus de fruits que de bière, non ? C'est pas ça ? Oui. Ah bah oui, il n'y a pas les mêmes besoins non plus. Voilà, alors évidemment la faune locale, c'est le manchot qui est la star locale, hein. Vous avez là sur cette vidéo les deux types de manchots. Donc le petit l'Adélie qui est petit et nerveux, hein, c'est un peu un cliché mais c'est vrai, on voit qu'il se déplace beaucoup plus vite que le manchot empereur qui lui est beaucoup plus grand et pour le coup très calme. Donc il y a une différence de gabarit qui est vraiment impressionnante, hein, 75 1m10, surtout en poids que la différence se fait, 4 à 6 kg contre 25 à 35 kg. Et en fait on ne les voit cohabiter vraiment que pendant l'été, puisque le manchot Adélie ne viennent que pendant l'été, ils ne sont pas là pendant l'hiver. Et là, vous avez donc une petite vidéo au cœur des manchots Adélie. Alors ça, c'est ceux qui sont sous nos fenêtres, hein. Ils sont sur le caillou, ils nichent. On voit, il y a des nids là avec des manchots qui couvrent leurs œufs. Et puis, évidemment, il y a une certaine surpopulation, donc ça entraîne des frictions entre certains individus, comme on peut le voir, assez régulièrement, des problèmes de voisinage certainement. Voilà. Comme chez nous, exactement. Voilà, alors quelquefois c'est des spectacles beaucoup plus paisibles, donc là c'est vraiment des paysages typiques très, très paisibles qu'on peut avoir pendant l'été, hein, sur les bords de l'île, hein, on voit, on a la mer qui est là, hein, on peut observer des petites marées de temps en temps, puis surtout les manchots qui régulièrement vont se baigner, vont nager dans l'eau, donc on peut les apercevoir nager avec une vitesse assez incroyable, c'est vraiment un spectacle très reposant et appréciable. Voilà, et alors là c'est un petit moment d'éducation donc des manchots. Vous avez les jeunes là qui en fait ont la particularité de grossir très très rapidement parce qu'ils multiplient par 10 leur masse en quelques semaines seulement, hein. Donc ils n'ont que quelques semaines pour atteindre la taille adulte et pour partir ensuite en mer. Donc en fait le parent que vous voyez à droite fait courir les jeunes manchots pour les muscler un petit peu et probablement les préparer à affronter ensuite le monde réel, hein. Donc c'est assez impitoyable pour certains qui ont plus de mal à suivre que d'autres, mais... Finalement, ceux qui arrivent à suivre ont bien mérité leur nourriture, mais on voit qu'il y a une pression telle que... Voilà, il y en a qui va déclarer forfait, hein, je pense. Voilà.
c'est terminé. Voilà une scène typique de l'été, donc évidemment on peut passer des heures devant ce genre de scène. Alors évidemment la réalité locale c'est également les tempêtes hein, qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc là vous avez à gauche une vidéo, la première tempête vraiment de l'été, donc 120-130 km/h en rafale. Donc là il faut apprendre un peu à se tenir aux rambardes, à allonger les bâtiments, à passer aux endroits un peu déventés. Donc voilà, un premier contact avec l'environnement. Et puis à droite c'est une vidéo qui montre un peu le chasse-neige, donc la neige chassée par le vent. Un paysage qui va devenir rapidement très familier, mais au début on découvre un peu ce genre d'ambiance. Donc là il y a encore la mer, hein, c'est l'été, il n'y a pas de banquise. Et là, vous avez donc une petite scène d'intérieur, donc c'est dans notre séjour. Donc c'est le dernier soir, enfin, pendant l'été, il y a donc des gens qui viennent faire des travaux pendant l'été et des hivernants. Et là, c'est le dernier soir autour du bar où on prend un petit apéro avec ceux qui vont nous quitter et qui vont nous laisser tout seuls donc pendant 8 mois. Donc vous avez un petit aperçu de notre salle de vie, hein, le séjour. Et à droite, là, vous voyez, ça donne des grandes tablées. Là, le séjour est vraiment bien rempli en été du fait qu'il y a énormément de monde qui vient pour faire des opérations logistiques. Voilà, donc c'est un petit peu nos derniers moments avec pas mal de monde avant de se retrouver isolés. Donc voilà, le début de l'hivernage, c'est-à-dire le début de la période d'isolement, c'était pour nous le 27 février 2009. Donc c'est un moment assez partagé puisqu'à la fois c'est assez festif puisqu'on est tous ceux qui restent, nous qui restons sur place, on est tous très volontaires évidemment pour venir. Donc on est assez content aussi que ça commence enfin la vraie aventure. Mais d'un autre côté, on a noué des liens avec ceux qui partent. Donc c'est un sentiment un peu mélangé. Voilà, on se dit au revoir. Donc on attend pendant très longtemps sur les rochers face au bateau là qu'on voit à l'Astrolabe qui termine les dernières opérations logistiques avant de partir définitivement pour 8 mois. Voilà. Alors l'hivernage, donc voilà, qu'est-ce que c'est exactement? C'est donc la période pendant laquelle on est vraiment coupé du monde, hein, isolé. Ça dure 8 mois à Dumont-d'Urville. Nous, c'était du 27 février au 29 octobre en 2009. Il y a 26 personnes qui passent l'hiver sur place. Il y avait 9 femmes, 17 hommes dans notre cas, ce qui est un record du nombre de femmes sur la base, dont le chef de station et le médecin. En 2009, hein. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de femmes du tout qui hivernaient. Il y a une moitié de personnel en gros qui est technico-logistique et l'autre moitié qui est une personnel scientifique. Et tout le monde évidemment doit participer à l'effort collectif pour que la base tourne. Hein. Et il y a 2-3 jours par mois qui sont consacrés au service base, c'est-à-dire nettoyage des parties communes, le service à table, la vaisselle. Et c'est ce qu'on appelle sur place la petite Marie. Donc l'hivernage, en quoi ça consiste? En tout cas, à mon année, il y avait un chef de station, un médecin, un responsable technique, un cuisinier, un tendant, un boulanger-pâtissier, un gérant postal, un opérateur radio, donc un informaticien réseau, un sismomine, donc qui fait sismologie, magnétisme, une opératrice LIDAR, donc c'est un laser atmosphérique, 3 météorologues de Météo France, 4 biologistes, une vétérinaire, 2 ornithos, une biologiste marine, un plombier, un électricien, un mécanicien de précision, un chef centrale électrique, un seconde centrale, un mécanicien véhicule, une menuisière dans notre cas, et 2 chimistes glaciologues. Voilà, vous avez la composition de l'équipe. Donc là, vous avez une des rares photos qu'on a réussi à prendre tous ensemble, parce qu'on a beau être à 26 dans un espace assez confiné, enfin un espace assez restreint, c'est assez difficile de se réunir finalement tous ensemble. Donc là, c'était une soirée hawaïenne en début d'hiver, donc on n'est pas resté très longtemps dans cette tenue dehors, mais juste le temps de prendre la photo au soleil couchant, début mars. Voilà. Alors voilà, donc au début, quand tout le monde part, on se réapproprie un peu l'espace et puis on essaie d'éviter de tomber dans la routine. Donc on a essayé de varier les repas, de faire des concepts de repas différents à chaque fois. Donc vous avez une vidéo d'un repas à l'extérieur par moins 7 degrés, voilà, une belle journée sans vent. Donc on se couvre un petit peu et puis voilà notre cuisinier Yannick là, qui commente un peu ses préparatifs. Donc là on est sur là où l'hélicoptère atterrit en général. Et puis à droite vous avez au contraire à l'intérieur de la salle séjour, là on avait mis la table par terre, c'est-à-dire sans table. Voilà, on avait dressé la table par terre, c'était une autre trouvaille. Alors voilà une petite vue panoramique, donc là une petite vue typique de l'hiver, hein, depuis le toit du bâtiment météo. Hein. Vous avez donc, non d'ailleurs c'est pas en hiver, c'est avant le début de l'hiver parce qu'il y a encore la mer, excusez-moi. Et vous avez donc les instruments météo, là le mât anémométrique qui vient de passer, et puis le cœur de la base qu'on aperçoit ici. Et cette brume qu'on voit tout au fond vers le continent, c'est cette neige soulevée par le vent, hein. C'est vraiment le chasse-neige quoi. Et puis donc voilà le séjour, et vous allez voir apparaître sur votre gauche, voilà la cabine téléphonique, puisque nous avons un téléphone satellite sur la base. Alors un phénomène climatique local assez remarquable, c'est le vent katabatique. Donc ce sont ces vents qui se créent sur la calotte antarctique et qui glissent par gravité le long des pentes, puisque ça descend de 4000 mètres d'altitude au plus haut jusqu'au niveau de la mer, et qui accélère en glissant donc, sur une couche d'atmosphère très fine. Donc ça atteint des valeurs très élevées. Hein. Le jour de cette vidéo, il y a à peu près 160 km/h en rafale. Et on voit qu'il fait très beau, sauf qu'il y a cette couche de neige soufflée par le vent qui vraiment, pour nous affecte directement. Mais si on allait un peu au-dessus, il fait très beau, il y a beaucoup moins de vent. Voilà.
Et alors évidemment, il faut faire ses courses. Quelquefois, quand on s'y prend mal, qu'on n'a pas regardé la météo locale, on est obligé de faire ça par un temps un peu tempétueux. Donc aller faire ses courses, ça demande une certaine préparation. Et surtout après, il faut affronter le vent. Là, il devait y avoir 140 ou 150 km/h en rafale ce jour-là. Donc voilà, les quelques mètres qu'il y a à faire pour atteindre le séjour, là qu'on devine au fond, sont assez sportifs. Voilà, surtout qu'il y a des endroits évidemment un peu plus éventés, au contraire d'autres des couloirs de vent. C'est quand même assez dur de... Voilà. Voilà, donc là c'est toujours le même jour, c'est la passerelle qui mène donc depuis le séjour jusqu'au dortoir. Hein. Nous avons tous notre chambre individuelle, donc c'était toujours en mars le même jour. Donc on voit que la visibilité baisse très vite, hein, et on comprend bien le danger qu'il peut y avoir à s'éloigner un peu si on n'est pas sur les sentiers balisés, j'ai envie de dire. Donc, alors en mars, il peut y avoir des situations beaucoup plus calmes, donc ça fait aussi des très belles couleurs, des jolis paysages comme ceux qu'on a par exemple ici en haut, où c'était typiquement ce qu'on voyait au moment d'aller dîner. Hein. On avait ça comme paysage, donc c'était pas désagréable. En bas, il y a un petit lever de lune là derrière les icebergs, qui n'est pas mauvais non plus. Et en bas à droite, c'est en fait la jeune banquise qui se forme entre l'île et le continent antarctique. Donc on voit que la glace prend, et puis elle est transparente au début. Et c'était une période assez agréable aussi, assez jolie, qui est un peu unique puisqu'elle dure quelques semaines, et après ça prend un aspect différent avec la neige qui recouvre. Donc c'était également assez joli. Là, on a donc toujours les paysages, voilà, arrivés sur la base, donc à peu près le même jour de mars en haut à gauche. Et puis sinon, vous voyez des photos où on voit la mer encore, donc la glace n'est pas encore présente, mais avec des petites couches de glace qui dérivent un peu sur l'eau, au gré des courants et des tempêtes, donc qui quelquefois se forment et puis se déforment. Voilà, et puis un joli effet miroir en bas à droite avec une couche de glace vraiment naissante qui donne vraiment des photos assez spectaculaires. Alors le bâtiment séjour, donc, qui est vraiment le cœur de vie de la base, puisque dans le dortoir, on y est pour dormir, pour se reposer essentiellement. Donc là, vous voyez une petite disposition en étoile en haut à gauche, des tables. À droite, c'est le bar avec Richard, notre plombier, qui est en train d'astiquer le bar. Il devait être de service ce jour-là. Le coin billard, baby-foot en bas à gauche. Et puis une autre vue du bar en bas à droite avec une belle machine à café qui permet de faire 10 litres d'un coup en bas. Voilà. Et là, c'est le côté un peu plus donc l'office avec la zone vaisselle en haut à gauche. Hein. Toute la vaisselle, une fois qu'elle est propre, qu'on stocke là sur les étagères qui sont juste derrière, de la pièce voisine. Hein. Et puis le coin cuisine en bas, qu'on voit avec les plats du jour qui sont prêts. Voilà, plusieurs fours, bain-marie. Et puis tout en bas à droite, c'est le coin machine à laver et sèche-linge. Alors évidemment, sur la base, l'hiver, il y a beaucoup de neige, soufflée par un vent qui est souvent de direction constante. Donc il y a des congères, des accumulations de neige assez importantes qui se forment. Donc en haut à gauche, c'est au début de l'hiver, donc il y a très peu de neige, la passerelle est dégagée. Après quelques tempêtes en haut à droite, et puis en bas à gauche, après pas mal de tempêtes. Donc là, ça fait vraiment une bosse qui coupe la passerelle. Donc au bout d'un moment, à la fois pour faire du sport et puis pour rendre un peu service, je me suis mis en tête de déneiger cette passerelle. Donc on voit un peu le résultat en bas à droite, et on va en voir ici d'autres résultats, notamment la vidéo en haut à gauche, là où vous voyez qu'on a fini par creuser un tunnel dans la congère pour pouvoir passer plutôt que d'enlever toute la neige. Mais bon, ça a été une bonne idée, mais ça a tenu quelques semaines, et en haut à droite, on voit qu'après quelques tempêtes de neige, le tunnel était complètement bouché et qu'au final, il y avait presque plus de neige qu'au départ. Donc voilà, le tunnel a servi quelques semaines, mais bon, il fallait bénéficier d'une période météo favorable qui n'a pas été éternelle, on s'en doute. Et puis en bas à gauche, c'est une vidéo qui montre l'opération de déneigement quand on est au sommet de cette congère qui fait quand même quelques mètres de haut. C'est assez impressionnant. Et on me voit à l'œuvre en bas à droite. Alors évidemment, un grand moment dans l'année, c'est l'arrivée des manchots empereurs. Donc ça se passe généralement fin mars, début avril. Et là, si vous avez vu le film La Marche de l'Empereur qui a été tourné sur la base, eh bien c'est exactement ça. Donc on le voit, les colonnes de manchots qui soit marchent, soit rampent sur le ventre comme ici, et dans un paysage absolument magnifique. Donc c'est évidemment un moment assez fort de l'hiver. Alors voilà, quelques petites diapos sur le manchot empereur. Alors vous voyez en haut à gauche un bout de glacier là qui a été soulevé, d'où cette teinte, cette couleur verte là, ça devait être du plancton qui était sous l'eau auparavant. Vous avez une belle photo de manchot empereur en gros plan à droite. Et puis en bas, on voit que de temps en temps ils sont regroupés, les manchots, on n'a pas le droit de les approcher, mais naturellement il y en a un plus curieux que les autres qui sort du groupe et qui s'approche de nous. C'est la petite vidéo que vous voyez en bas à droite. Donc on l'a même entendu faire son cri là, donc il essaye probablement de communiquer avec nous, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas il y en a un qui sort, et puis il peut rester un long moment à tourner autour, un peu intrigué visiblement par notre présence. Voilà, la scène réelle a duré une dizaine de minutes, c'était faire le tour comme ça.
Bon, je continue. Donc les empereurs, voilà, dans le blizzard, donc le manchot empereur est la seule espèce qui se reproduit et qui vit donc tout l'hiver dans les conditions les pires à Dumont-d'Urville. Donc ils se regroupent en ce qu'on appelle une cocotte, là, c'est-à-dire qu'ils se tiennent chaud tout simplement quand il y a du vent. Hein. Et en fait, ceux qui sont sur l'extérieur de la cocotte, qui se refroidissent, alternent avec ceux qui sont à l'intérieur bien au chaud pour que tous se maintiennent au chaud. Donc il y a une organisation sociale qui est vraiment bien faite chez les manchots empereurs. En fait, c'est une question de survie bien sûr, hein, mais voilà, ça marche bien. Donc voilà, quelques semaines après qu'ils aient pondu les œufs, il y a les jeunes manchots qu'on voit apparaître, qui sont évidemment un peu plus agités que leurs parents, qui sont toujours très calmes. Donc on les voit apparaître un peu partout, là je ne sais pas si vous voyez, bien au chaud encore, sous le parent. Et donc c'est la période assez sympa à observer, on entend un peu le bruit aussi. Voilà, c'est vraiment le bruit typique de la Manchotière, donc là aussi c'est une source de promenade quasiment inépuisable. C'est à 1 km de la base, hein, donc c'est très facile d'accès. Alors évidemment, il y a aussi des aurores australes, hein, et non pas boréales, puisque nous sommes dans l'hémisphère sud, mais pas de chance pour nous. Bon là, c'en est une qu'on a eue au mois de juillet, donc avec une pleine lune qui donnait ce paysage assez joli. Mais c'était pas une année avec beaucoup d'aurores, donc on en a eu quelques-unes, mais pas très spectaculaires en général, mais ça peut être absolument magnifique. Alors, Météo France, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait à Dumont-d'Urville. Donc, ouais, tout de même, hein, parce que bon, on était là pour travailler, je rappelle. Donc, des mesures au sol. Maintenant, c'est transmission des données. Des mesures en altitude, donc avec un lâcher quotidien de ballons sondes vers 10 heures locales. Plusieurs ballons sondes ozone pour mesurer et évaluer le trou dans la couche d'ozone. On fait également des prévisions pour la base et ses environs, hein, pour toutes les activités extérieures. On valide donc des autorisations de sortie sur la banquise. Et puis on fait également de l'assistance aéronautique pour le trafic aérien, assez limité certes, mais il y a quelques avions qui atterrissent l'été. Donc là, vous avez une vidéo qui va montrer un lâcher de ballon dans des conditions très particulières, puisque ce jour-là, il y a 187 km/h de vent en rafale et un vent moyen sur 10 minutes qui atteint 140 km/h au moment du lâcher de ballon. Donc évidemment, grâce à ça, on devine, voilà, c'est un peu la tourmente, mais que vous ne voyez pas sur la gauche, il y a un mur par vent quand même qui permet d'atténuer considérablement la vitesse du vent, sinon ce serait tout simplement impossible de sortir avec un ballon à la main. Mais bon, ça reste quand même une opération assez sportive. Vous allez voir mon collègue Jean-Phil qui est à la baguette, voilà, et qui, une fois sorti, va tout de suite ressentir la force du vent sur ce ballon. Donc là, il est à peu près 10 h du matin, hein, au mois de juin. Voilà. Et miraculeusement, le ballon n'a pas éclaté, hein, et les données ont été correctes. Parce que là, c'est vraiment le hasard, hein. Si ça s'écrase sur le sol, c'est pareil, hein. Donc voilà, on a aussi eu une période très jolie avec une polynie qui est apparue, c'est-à-dire c'est une zone d'eau libre qui apparaît dans la banquise. Quand le vent souffle, ça fait bouger mécaniquement les plaques de glace qui se cassent. Quelquefois, ça ouvre des zones d'eau donc dans la banquise au cœur de l'hiver, et c'est ce qu'on a eu ici au mois de juillet. Donc c'était une des périodes que j'ai préférées parce qu'il y avait un contraste de couleurs. Enfin, c'était vraiment magnifique, très calme et très doux. Donc le mois de juillet, si vous vous rappelez le graphique climatique, et c'est là que on a fait quasiment les plus belles photos. Alors bien sûr, on pouvait pas les marcher là où il y avait avant de la glace et où on s'est retrouvé du jour au lendemain avec de l'eau, mais c'était quand même très appréciable. Alors voilà, là, il y a d'autres manips scientifiques évidemment sur la base, hein, notamment celle du trou de pêche auquel j'ai participé. Donc vous avez en haut à gauche le trou qui est en train d'être creusé à la tronçonneuse, donc dans la banquise. Voilà, et donc il y a la biologiste marine, hein, qui met des filets de pêche, qui évalue le plancton, qui pêche également. Hein, donc c'est souvent besoin d'aide, donc j'y allais très souvent, voilà, avec le coffre que vous voyez à droite qui a été mis en place pour bien délimiter le trou et pour l'entretenir. Et puis il fallait ensuite aller faire des manips régulières toutes les semaines que vous voyez en bas à gauche, là, autour du trou. Donc là, il y avait un petit vent bien glacial, donc on évite de rester face au vent. Et puis en bas à droite, c'est la cabane de pêche. Après, il y a des conditions qui permettent de mettre une cabane de 5 tonnes sur la banquise, donc il faut qu'il y ait une épaisseur suffisante, bien sûr. Et puis là, on peut faire la manip au chaud. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc là c'est un soir d'hiver dans le séjour. Donc j'ai parlé un peu du TGV parce qu'on a l'impression d'être dans le train quand on voit la neige défiler, mais c'est juste la neige qui défile à 180 km/h en rafale. Nous on est bien au sec à l'intérieur, voilà, dans notre bâtiment séjour, donc là qui a été redécoré pour la fête de Midwinter qui a lieu au milieu de l'hiver, hein. Et voilà, des tables de cartes. Donc c'est vraiment une situation un peu typique, un soir d'hiver, après le repas du soir, on se regroupe et puis on fait des jeux. Alors, ça peut être ça varie, il y a des films projetés parfois, hein, ça dépend. Voilà mon équipe de table de coinche habituelle. Bon, on ne regardera pas la feuille de score car on gagne comme d'habitude. Voilà, et le même soir, en sortant des bâtiments,
Donc là, c'était évidemment assez sportif. Et en fait, on devine là qu'il y a une rambarde dehors et qui est vraiment nécessaire parce qu'on est vraiment plaqué par le vent contre la rambarde. Donc là, il faut vraiment avancer précautionneusement. On ne peut pas passer facilement d'un bâtiment à l'autre. On réfléchit à 2 fois avant de sortir et puis on se couvre bien. Ça prend un certain temps également. Voilà. Donc là, c'est assez sportif aussi. Alors voilà, le bureau de Météo France à Dumont-d'Urville, du moins en 2009, donc dans la tempête. Donc je sais pas si on entend, non, on ne doit pas trop entendre le vent. Il y avait quand même 52 mètres secondes de rafale, c'est quand même assez fort. On entend un peu la soufflerie, parce que quand même il faut, avec la musique j'essayais de recouvrir un peu le bruit du vent, c'était pas facile. Là, il n'y avait pas beaucoup de visibilité par les fenêtres. Voilà, là, c'est le bureau du technicien instrument et puis la salle d'exploitation. Donc il y a une très belle vue, sinon quand il fait beau. C'était pas le jour. Alors on fait également quelques sports d'hiver, donc de la pétanque en haut à gauche, ou alors encore du foot sur la banquise. Et puis en bas, vous avez donc, il y en a quelques-uns qui avaient amené des voiles pour skier, donc ils se faisaient tracter parce qu'il y a un vent assez régulier, donc c'est assez propice. Et il y en a donc en bas à droite, c'est même un qui a amené ses skis, qui les monte en haut d'une des îles. Bon, il y a que 50 mètres de dénivelé, mais c'est quand même agréable à descendre finalement. Donc on pouvait faire quand même des activités extérieures dans les journées calmes. Alors évidemment il y a des manips collectives, comme je disais, en haut à gauche c'est des panneaux qu'on a posés sur le dortoir été, donc qui a été agrandi pendant notre hiver, donc on allait donner un coup de main. En haut à droite c'était en fait en fin d'été où on fait là la manip vive, donc on va récupérer toutes les vivres qui nous sont nécessaires pour la semaine à venir depuis les magasins, donc on fait une chaîne, on charge un véhicule et on va jusqu'au séjour. Et puis en bas à gauche c'était un déneigement d'une herse qui sert ensuite à niveler la fameuse piste d'atterrissage qui se trouve sur le continent. Et en bas à droite, c'est le déneigement du Casborer, donc un chasse-neige qu'on voit à l'œuvre sur la vidéo de gauche, qui était également sur le continent, à quelques kilomètres de la base. Voilà, et avec le retour des beaux jours, bien sûr, du printemps, les journées s'allongent, on a envie de refaire un barbecue. Donc vous voyez, on ressort le barbecue, donc il y en a qui ressortent même le short à droite. Et puis et on voit aussi la taille des congères là, qui envahit les bâtiments pendant l'hiver. Donc on a pas mal déneigé avant de pouvoir arriver à sortir par la porte du séjour à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est les premiers barbecues, de faire moins 15, pas de vent, donc des bonnes conditions pour faire le petit barbecue. Voilà, petite bière à la main, c'est l'apéro. Voilà, donc au printemps, on peut faire des balades assez spectaculaires, bien sûr, puisqu'il y a des longues journées, le vent faiblit, le soleil chauffe, donc on sent vraiment la différence. Et donc là, un iceberg bleu en haut à gauche, et puis des canyons entre les icebergs. Donc voilà, c'est vraiment des très longues balades, puisque ça devient rapidement le jour permanent. Les journées s'allongent très vite. Donc quelques paysages de l'été 2010, avec notamment à droite le bateau qui revient donc entre les icebergs à la fin de l'année. Voilà, la glace qu'ils font en bas à gauche là, ça se morcelle un petit peu partout. Donc ça fait un petit patchwork comme ça, des flaques d'eau. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, ça met très longtemps à fondre parce que ça fond. C'est vraiment l'action mécanique qui a tendance à casser la glace et à la faire disparaître plus vite. Puis en bas à droite, c'est les manchots. Ils attendent d'aller se baigner. Puis il y en a un qui y va et hop, tout le monde à l'eau. Voilà. On les voit ensuite un peu ressortir. Donc voilà quelques scènes de l'été 2010, donc l'été où je suis parti, donc la table de cartes mais en intérieur cette fois. En haut à droite c'est le recyclage, l'incinérateur, puisqu'on brûle tous les cartons, tout ce qui brûle. Et puis en fait l'été est rythmé en bas à gauche par tous les rotations d'hélicoptères, donc entre le bateau, le cœur de la base. On accueille en bas à droite là, des nouveaux arrivants qui régulièrement arrivent avec les différentes rotations du bateau. Il y a 5 rotations dans la saison estivale. Donc c'est un peu le ballet incessant de l'été qui est rythmé par l'hélicoptère. Voilà, Noël est le jour de l'an, donc là-bas tombe en plein été, c'est-à-dire au moment où il fait jour permanent, donc ça fait des grandes fêtes, des grandes tablées, et voilà, on voit la batterie en bas à droite. Et vous voyez en bas à gauche, à 4h du matin, le jour de l'an, voilà, retour au dortoir. Et voilà, c'est l'heure du départ, donc c'est la fin de l'aventure. Je quitte donc la base, on se retrouve ensuite sur le bateau, le petit bateau qui nous embarque sur le grand bateau que vous voyez en bas à gauche avec la vue, ceux qui sont venus nous dire au revoir. Et c'est vraiment un moment chargé d'émotion, évidemment, puisqu'on quitte cet endroit où on a passé 13 mois, qui disparaît à l'horizon, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. On attaque donc les questions, si vous voulez bien. Après ce petit passage au froid, peut-être que ça va vous inspirer quelques questions.